Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le néant de la mort, non, celui d'une chambre d'hôtel miteuse à Belleville, où l'odeur de tabac froid et de regret rance imprégnait les draps jaunis. J'étais morte, poignardée dans le dos par les mains que j'aimais le plus, et pourtant, ici je respirais à nouveau, le cœur battant comme un tambour de guerre dans ma poitrine. « Claire, réveille-toi, putain !» avait hurlé Sophie, ma sœur, en me secouant comme un pantin désarticulé, mais cette fois, c'était moi qui allais la secouer jusqu'à ce que ses os se brisent. Paris, cette salope aux 1000 visages, m'avait avalé entière 3 ans plus tôt. J'avais 32 ans, une carrière d'avocate en pleine ascension au barreau de la capitale, un fiancé nommé Lucas qui jurait sur la scène que notre amour était éternel, et Sophie, ma grande sœur de 5 ans, l'unique famille qui me restait depuis la mort de nos parents dans un accident de voiture suspect, un accident que j'avais toujours soupçonné d'être plus sombre. Nous partagions tout, l'appartement haussmannien du Marais que j'avais hérité, les dîners arrosés de vin rouge au café de Flore, les secrets chuchotés sous les ponts de la ville. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La trahison avait commencé par des murmures, des regards volés, et s'était achevée par un couteau dans les reins, dans la cave de notre propre maison, où Lucas et Sophie m'avaient ligoté comme une chienne pour me faire signer la donation de tout, l'appartement, mes comptes, ma vie. Le soir de ma mort, j'avais surpris leur étreinte dans notre lit conjugal. Lucas, avec son sourire de requin en costard sur mesure, et Sophie, les yeux brillants de désir coupable. Elle ne se doutera de rien, avait-il susurré, pendant qu'elle riait, un rire que je connaissais depuis l'enfance, ce rire qui masquait ses peurs. Ils avaient falsifié des documents, engagé un notaire corrompu ou un vieil ami de Lucas du cabinet d'affaires où il travaillait. J'étais rentré plus tôt d'une audience au tribunal de grande instance, mon tailleur encore imprégné de l'odeur de la justice française, si fade et si hypocrite. Il m'avait suivi, plaqué au sol, et le couteau haut, ce couteau de cuisine banal, acheté chez De Hirin, avait glissé entre mes vertèbres avec une précision chirurgicale. Pour ton bien, Claire. Tu es trop faible pour tout ça, avait dit Sophie en essuyant la lame sur ma jupe. Lucas avait ri, un rire d'homme qui pense avoir gagné. Puis le noir, le froid, et ce réveil impossible. Maintenant, dans cette chambre d'hôtel qui puait le désespoir, je sentais le poids de mon corps jeune, intact, remontant le temps comme une vague de bile. C'était le matin de notre anniversaire de fiançailles, 3 ans avant la lame. Ma main tremblait en touchant mon téléphone, un message de Sophie, envoyé à 7h42, comme un écho moqueur du futur. « Prends tes affaires et pars », m'avait écrit ma sœur. Elle ignorait qui possédait la maison. Ignorait? Non, elle savait. Dans ma vie précédente, ce message était arrivé après ma mort, quand elle avait découvert mon corps et simulé un cambriolage raté. La police, ces chiens paresseux de la PJ, avait gobé l'histoire, une avocate ambitieuse tuée par des junkies du quartier. Pas d'enquête approfondie, pas de soupçon sur la sœur éplorée ou le fiancé effondré qui touchait déjà l'héritage. Je me levai d'un bond, nu sous les draps, et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya mon visage, pommette haute, yeux verts hérités de maman, une cicatrice fine à la lèvre que je m'étais faite enfant en tombant d'un vélo volé près de la Bastille. Pas de sang, pas de plaie. Vivante. Trincine, comme dans ces romans français que j'adorais, ces récits de Dumas où la vengeance est un art raffiné. Mais ici, pas de cape ni d'épée, seulement mon esprit affûté et une rage qui bouillonnait comme le vin nouveau en cave. Je m'habillai rapidement, Jean Slim, chemisier blanc, escarpin louboutin qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet usé. Dehors, Paris s'éveillait sous une pluie fine d'automne, les boulevards bordés de cafés où les Parisiens sirotaient leur expresso en feignant l'indifférence. Je hélai un taxi, un vieux Peugeot brinque-ballant conduit par un Algérien grenon qui marmonnait contre les touristes. Au Marais, rue des Rosiers, vite. Tandis que nous filions à travers le trafic, je passais en revue les pions de mon échiquier. Sophie, 37 ans, galeriste ratée, endettée jusqu'au cou par ses expositions foireuses de l'art contemporain qui n'attiraient que des pigeons. Lucas, 35 ans, golden boy de la finance, avec un penchant pour les escorts et les montres Rolex volées. Et le notaire, maître Duval, un serpent en cravate qui avait scellé mon sort pour une enveloppe de billets. Le plan se forma dans ma tête comme un verdict implacable. Pas de meurtre immédiat ou trop grossier, trop américain. Non, une vengeance à la française, lente, sophistiquée, empoisonnée de mensonges qui rongeraient leurs âmes avant leur corps. D'abord, infiltrer, feindre l'ignorance. Laisser Sophie croire que son message était une blague, un caprice de sœur. Puis, exhumer les secrets. Je savais où elle cachait ses dettes, dans un coffre à la BNP Paribas,
sous un faux nom. Lucas? Son téléphone regorgeait de textos compromettants avec une assistante nommée Émilie, qui deviendrait mon levier. Le taxi s'arrêta devant l'immeuble haussmannien, façade ocre tachée par la pluie. La concierge, Madame Bertin, une veuve acariâtre au bigoudi permanent, me salua d'un grognement. Mademoiselle Claire, toujours si pressée. Votre sœur est montée il y a 10 minutes, avec ce monsieur Lucas. Ils ont l'air. Tendus. Tendus? Dans ma timeline précédente, c'était le jour où ils avaient décidé de me piéger. Je montais les escaliers de pierre, le cœur cognant, et frappais à la porte. Pas de réponse. La clé tourna dans la serrure avec un clic familier, et j'entrai. L'appartement était tel que dans mes souvenirs, parquet ciré, mur tapissé de velours vert bouteille, la cheminée où nous avions brûlé des lettres d'amour d'adolescents. Sophie était là, assise sur le canapé Chesterfield, un verre de chardonnay à la main, ses cheveux blonds en cascade négligés. Lucas, debout près de la fenêtre, fumait une cigarette malgré l'interdiction, son costume gris taillé sur mesure soulignant sa silhouette athlétique. Ils se tournèrent vers moi, surpris. « Claire ? Tu es rentrée tôt, » dit Sophie, sa voix un mélange de miel et de vinaigre. Ses yeux, bleus comme les miens mais plus froids, balayèrent mon corps comme si elle évaluait déjà ce qu'elle pourrait me voler. « Oui, ma chérie. Le tribunal a clos l'affaire plus vite que prévu. » « Et ce message ? Prends tes affaires et pars. » « C'est une blague ? » Je ris, un rire forcé qui sonna faux même à mes oreilles, et posai mon sac sur la table en marbre. Lucas s'approcha, m'embrassa sur la joue au son parfum, Accadigio, me donna la nausée. « Ta sœur est de mauvais poil ce matin. Une dispute avec un artiste, rien de grave. » Il mentait si mal, je voyais les veines de son cou pulser, le tic nerveux de sa mâchoire. Nous déjeunâmes en silence, un rituel parisien, croissant du Ladurée, café noir, et des regards qui se croisaient comme des épées. Sophie parla de son prochain vernissage, une exposition sur la fragilité des liens familiaux, ironie du sort. Lucas évoqua une fusion d'entreprises, des millions en jeu. Je hochai la tête, acquiescé, mais intérieurement, je notais chaque fissure. Après le repas, je prétextai une sieste et m'enfermai dans la bibliothèque, la pièce aux étagères croulant sous les volumes reliés de Balzac et Zola. Là, dans le tiroir secret du bureau, un meuble Louis XV hérité, je trouvai les premières preuves, un contrat préliminaire de donation, daté d'hier, falsifié avec ma signature. Sophie l'avait signé pour moi, imitant mon paraphe à la perfection. Mon sang se glaça, mais ma rage s'enflamma. Le soir tomba comme un linceul sur la ville. Nous dînâmes au Bouillon Chartier, ce bistrot bondé du 9e où les Parisiens se pressent pour des plats roboratifs et des vins de table. Sophie but trop, ses jours osirent, et elle se confia, « Claire, tu as tout, le boulot, l'appart, Lucas. Moi, je coule. » Si seulement. Elle s'arrêta, but une gorgée. Lucas posa sa main sur la mienne sous la table, un geste possessif. Je souris, et dans ce sourire, je plantai la première graine, « Ma chérie, on est ensemble. Partageons tout. Demain, on va voir le notaire pour officialiser l'héritage commun. » Ses yeux s'illuminèrent, le piège se refermait. La nuit, allongé entre eux dans le lit king size, je ne dormis pas. Leur respiration régulière, leurs corps enlacés dans le sommeil, oh non, pas encore, mais bientôt. Je sentis les larmes couler, pas de tristesse, mais de fureur pure. Demain, la danse commencerait vraiment. Maître Duval, ce vieux renard, recevrait un appel anonyme de ma part, feignant d'être une cliente mécontente. Et Sophie ? Elle ignorerait encore qui possédait vraiment la maison en moi, jusqu'à la fin. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui étouffe. Les jours suivants furent un ballet macabre, une valse à 3 temps où chaque pas était calculé pour trébucher l'autre. Je jouais mon rôle à la perfection, l'amoureuse confiante, la sœur dévouée, l'avocate impitoyable au tribunal. Le matin, je plaidais des affaires de fraude immobilière devant le palais de justice, ironie suprême, pendant que Lucas négociait des contrats sales dans son bureau de la défense. Sophie, elle, errait dans ses galeries du Sentier, vendant des toiles abstraites à des collectionneurs japonais qui payaient en yens pour l'exotisme. Mais le soir, dans l'appartement, les masques glissaient. J'appelai Duval le lendemain, depuis un cybercafé anonyme près de la gare de l'Est, un endroit où les ombres des migrants et des hackers se fondent dans la fumée des chichas. « Maître, c'est Claire Moreau. J'ai des doutes sur un document que ma sœur m'a fait signer. Pouvez-vous vérifier ?
Ma voix était suave, professionnelle, mais teintée d'un tremblement fin. Il bafouilla, promit une enquête discrète. Je raccrochai, un sourire carnassier aux lèvres. Duval n'était pas seulement corrompu, il était vulnérable. J'avais fouillé ses dossiers dans ma vie passée, une maîtresse enceinte, un fils toxicomane, des dettes de jeu au cercle Haussmann. Un levier de plus. Sophie, sentant le vent tourner, redoubla d'affection. Claire, ma petite sœur adorée, on va tout partager, n'est-ce pas? Elle m'embrassa sur les 2 joues, son rouge à lèvres Chanel, toujours laissant une marque écarlate comme un seau de sang. Nous allâmes faire du shopping rue du Faubourg Saint-Honoré, chez Hermès pour elle, chez Dior pour moi. Elle choisit une écharpe de soie pour 800 €, que je payai sans sourciller. Tu es si généreuse, roucoula-t-elle. Généreuse? Attends de voir ce que je te réserve, pensai-je, en imaginant ses dettes gonflées comme un ballon de baudruche. Lucas, lui, était plus prudent. Ses textos à Émilie, je les avais vus, en piratant son iCloud avec un logiciel basique appris lors d'une formation anti-cybercriminalité où parlait de sortir Claire du tableau. Littéralement, il voulait me faire interner, invoquant un burn-out pour me priver de mes droits. J'envoyais un message anonyme à Émilie depuis un burner phone acheté au marché aux puces, Lucas te trompe avec sa sœur. Preuve jointe. Des photos truquées, mais convaincantes, volées à Sophie endormie. Le lendemain, au petit déjeuner, Lucas était pâle, son Blackberry vibrant sans cesse. Tout va bien, chérie, demandai-je, en versant du sucre dans son café. Il hocha la tête, mais ses yeux trahissaient la panique. La première décision controversée vint cette semaine-là. J'avais exhumé le secret de nos parents, pas un accident, mais un meurtre commandité par un promoteur immobilier véreux, un certain Rossi, qui voulait raser leur immeuble pour un projet de luxe. Sophie le savait, elle avait trouvé les lettres dans l'attique, des années plus tôt, et les avait vendues à Rossi pour 50 000 € à l'origine de ses dettes, ironiquement, car il l'avait arnaqué. Moi, innocente, j'avais porté le deuil seul. Maintenant, je confrontais Rossi. Pas en justice au trop lent. Non, je l'attirais dans un piège, un rendez-vous confidentiel dans un bar à absinthe du quartier latin, où je l'enivrais de verres et de promesses. Je sais pour les moraux, murmurai-je, ma main sur son genou. Il avoua tout, enregistré sur un micro dissimulé dans mon collier. Puis, dans un accès de rage ma première faille, je le poussai dans les escaliers sombres. Son cou craqua comme une branche sèche. Un accident? Pour la police, oui. Pour moi, le début d'une cascade. Le scandale éclata 2 jours plus tard. Les journaux Le Monde, Libération titrait « Promoteur immobilier retrouvé mort, suicide ou malencontreux ». Sophie paniqua, me bombardant de messages, « Claire, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Je répondis par un appel, « Ma chérie, les secrets tuent. Souviens-toi de maman et papa. » Silence. Puis, un sanglot. Parfait. Lucas, sentant le vent, tenta de me séduire à nouveau. Une nuit, après un opéra à l'Opéra Garnier La Traviata, où Violetta mourait pour un amour faux, il me plaqua contre le mur de l'appartement, ses lèvres sur mon cou. Je t'aime, Claire. Oublie tout. Je le laissai faire, juste assez pour qu'il baisse sa garde, puis je murmurai, et Émilie? Elle dit bonjour. Son visage se décomposa. Le lendemain, Émilie porta plainte pour harcèlement, Lucas fut suspendu de son poste. La finance parisienne, ce nid de vipères, le dévora vivant. Mais Sophie. Ah, Sophie était le joyau de ma couronne de vengeance. Je l'invitai à un dîner réconciliateur chez nous, avec du foie gras et du Sancerre millésimé. À la famille, trinquai-je, en versant dans son verre une dose infime de GHB, drogue du viol, si prisée dans les bas-fonds de Pigalle. Elle s'effondra, inerte, et je fouillai son téléphone. Là, des messages à Lucas, des plans pour me droguer moi-même, me faire passer pour folle, puis irritée. Et plus, elle avait couché avec Duval pour le contrat. Je la laissai dormir, mais pas avant d'envoyer les preuves à son galeriste principal, un Italien snob qui annula l'exposition. Ruine totale. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un orage sur la Seine. Les voisins murmuraient, les sœurs Moreau, toujours si dramatiques. La presse people au Paris Match flairait le scoop. Et moi? Je dormais peu, hanté par des flashs de ma mort, le couteau, le sang sur le carrelage. Mais chaque matin, je me levais plus forte, sculptant ma revanche comme un sculpteur fou.
Puis vint le twist mineur, en fouillant l'appartement, je trouvai une lettre de maman, cachée dans un livre de Proust. Claire, si tu lis ceci, Sophie n'est pas ta sœur de sang. Adoptée, pour couvrir un scandale. L'héritage est tien seul. Mon monde vacilla. Pas de sang partagé? La trahison était plus profonde, un mensonge fondateur. Mais au lieu de pitié, cela alimenta ma haine. Elle n'était rien, une usurpatrice. La semaine s'acheva par une confrontation feinte. Sophie, les yeux rougis, me supplia, aide-moi, Claire. Lucas me quitte, la galerie coule. Je l'étreignis, feignant les larmes. Bien sûr, ma sœur. Demain, on signe chez Duval. Tout pour toi. Elle sourit, ignorant que Duval avait déjà confessé à la police sous pression un chantage de ma part, avec les enregistrements de Rossi. Le piège se resserrait. L'aube se leva sur Paris comme une lame de guillotine, grise et impitoyable. J'avais passé la nuit à relire les lettres de maman, ces pages jaunies qui déconstruisaient mon enfance comme un château de cartes. Sophie, adoptée après un adultère paternel, un secret enterré sous des couches de mensonges bourgeois. Protège-la, Claire. Elle est fragile, implorait maman. Fragile? Elle m'avait poignardé. Ce matin-là, je brûlais les lettres dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons rieurs. Plus de pitié. Seulement justice, ma justice. Duval m'attendait dans son cabinet du 8e arrondissement, un bureau caverneux aux lambris sombres et au tableau de chasse qui puait la testostérone rance. Il transpirait, sa cravate desserrée, quand je franchis la porte. Mademoiselle Moreau, asseyez-vous. Concernant ce document. Je m'installai face à lui, jambes croisées, mon tailleur pantalon Armani soulignant ma posture de juge. Maître, vous avez falsifié ma signature. Pire, vous avez aidé à un meurtre. Ses yeux s'écarquillèrent, mais je posai l'enregistreur sur le bureau. La voix de Rossi, avouant, puis le craquement. La police a cela aussi. Coopérez, et je plaide pour vous. Il s'effondra, un homme brisé, confessant tout, les 20 000 euros de Sophie, les nuits avec elle pour sceller le deal, le plan pour me disparaître après le mariage. C'était son idée, Claire. Elle haïssait votre force. Haïssait? Ma sœur, qui riait avec moi aux terrasses de Montmartre. Je hochai la tête, impassible. Appelez-la. Dites-lui que le rendez-vous est avancé. À midi. Il obéit, tremblant, et Sophie arriva, radieuse en robe fleurie, ignorant le bourreau qui l'attendait. Le piège se referma dans cette pièce étouffante. Duval lut le contrat inversé, donation de Sophie à moi, rétroactive, annulant tout. C'est une blague, siffla-t-elle, son visage se tordant. Je souris. Non, ma chère. C'est la vérité. L'appartement est à moi. Toujours l'a été. Et toi? Tu n'es même pas une Moreau. Je lui tendis la lettre, la copie que j'avais faite. Elle la lut, blêmit, puis hurla, salaud. Papa m'a menti. Larmes, cris, un vase brisé contre le mur. Duval appela la police discrètement, comme convenu. Quand les flics arrivèrent, menottes cliquetantes, Sophie me fusilla du regard. Tu me hais? Pourquoi? Parce que tu m'as tué, Sophie. Dans une autre vie. La garde à vue fut un cirque médiatique. Les tabloïds hurlaient, drame familial au cœur de Paris, sœur accusée de fraude. Lucas, lâche comme un rat, disparut ou envolé à Genève, avec les fonds de l'entreprise. Mais je le pistai, un virement suspect vers un compte suisse, que je signalai à Tracfin, l'unité anti-blanchiment. Il fut extradé en 48 heures, menotté à Roissy, son costard froissé comme son égo. Émilie témoigna contre lui, jurant qu'il l'avait forcé à des rencontres. Mensonge? Vérité? Peu importe, la prison française, avec ses cellules surpeuplées de la santé, le briserait. Ma décision la plus controversée vint alors, pardonner? Non. Punir avec panache. J'organisai un vernissage d'adieu pour Sophie, depuis sa cellule provisoire à la DGSI. Via un avocat complice, un jeune loup que j'avais défendu dans une affaire de diffamation, je fis exposer ses toiles restantes dans une galerie underground de Belleville. Thème, trahison en couleurs. Les critiques vinrent en masse, attirés par le scandale. Œuvre poignante d'une âme damnée, titra Le Figaro. Sophie, menottée pour l'occasion,
pleura devant ses tableaux vendus pour peanuts, les fonds gelés par la justice. Elle me vit dans la foule, anonyme sous un chapeau, et murmura, « Claire. Pitié. » Je tournai les talons. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente comme la Seine. Flashback me hantait, notre enfance à Versailles, où papa nous apprenait le tennis sur des cours privés, maman lisant Victor Hugo à voix haute. Sophie, la grande, protégeant la petite moi des bullies de l'école. Était-ce du théâtre? La lettre disait non, amour sincère, mais corrompu par l'avidité. Une nuit, ivre de cognac dans un bar à jazz du Marais, je faillis craquer. Appeler la juge, plaider l'acquittement. Mais le fantôme de la cave revint, le couteau, le rire de Lucas. Non. Avance. Le procès s'ouvrit au tribunal de Paris, une arène de marbre froid où les accusés entrent comme des ombres. Sophie, en tailleur gris, défendit sa fragilité, enfance volée, dettes écrasantes, Claire avait tout. Lucas, en chemise ouverte, invoqua la passion. Un moment d'égarement. Duval, penaud, balbutia des regrets. Moi, témoin clé, je témoignais avec la précision d'un scalpel, date, preuve, enregistrement. La salle bruissait, des féministes criaient solidarité sororale, dehors, tandis que des conservateurs marmonnaient sur la décadence familiale. Controversé? Absolument. J'étais la victime vengeresse, pas la sainte compatissante. Le verdict tomba comme un coup près, Sophie, 5 ans ferme pour fraude et complicité de meurtre, Rossi comptait. Lucas, 10 ans pour détournement et violence. Duval, sursis avec amende. La presse explosa, la renaissance de Claire Moreau, vengeance ou vendetta. Je quittai le tribunal sous les flashs, la tête haute, mais le cœur fracturé. Vivante, oui, mais seule. Pourtant, le haut était loin d'être atteint. Sophie m'écrivit de prison, reviens-moi. On recommence. Je brûlai la lettre. Lucas tenta un suicide raté, bien sûr. Et moi? Je repris mon barreau, plus acéré, défendant des femmes battues, des victimes de trahison. Paris, cette garce, m'avait craché, maintenant, je la mordais. Mais sous la surface, la tension bouillonnait. Un appel anonyme, une voix déformée, tu crois que c'est fini, Claire? Il y en a d'autres. Qui? Un complice? La twist se profilait. Les mois suivants furent un purgatoire doré. Paris, avec ses lumières éternelles et ses pluies intermittentes, semblait conspirer pour me tester. Mon cabinet d'avocature prospérait et les clientes affluaient, attirés par le mythe de l'avocate ressuscitée, celle qui avait renversé sa propre famille. Je plaidais avec une ferveur nouvelle, arrachant des victoires dans des affaires de divorce où les époux volaient les âmes de leurs femmes. La justice n'est pas aveugle, messieurs, elle a des crocs, déclarai-je un jour devant un jury médusé, et la salle applaudit. Mais la nuit, seul dans l'appartement vidé de ses fantômes, je revivais la lame, le froid métallique, le gargouillis de mon propre sang. Trincy n'effaçait pas les cicatrices invisibles. L'appel anonyme hantait mes rêves. D'autres qui? Je creusais, utilisant mes contacts au quai des Orfèvres. Un inspecteur, un vieux briscard nommé Leclerc, me devait une faveur depuis une affaire de corruption que j'avais étouffée. Claire, ton dossier est clos. Mais Rossi. Il avait des associés. Un réseau d'immobilier noir, lié à des mafias italiennes. Italiennes? Papa avait des dettes là-bas, avant sa mort. Le puzzle se reconstituait, Sophie n'était pas la tête, juste un pion. La vraie vipère était plus haut, dans les tours de verre de la défense. Je décidai de plonger. Décision controversée, infiltré seul, sans la police. Pas de badge, pas de filet. J'achetai un flingue illégal, bien sûr, sur le dark web via un contact de Pigalle, un petit Beretta noir, froid comme la trahison. Pour protection, me dis-je, mais au fond, pour le plaisir de la riposte. Paris nocturne devint mon terrain de chasse, bar louche de Barbès, club privé du Triangle d'Or où les Golden Boys sniffaient de la coque sur des tables en marbre. Je me fondis, changeant de look, perruque rousse, robe moulante, accent italien fin. Je m'appelle Carla Rossi, disais-je, invoquant le mort pour ouvrir les portes. La piste mena à un certain Vittorio, neveu de Rossi, un playboy bedonnant qui dirigeait un fonds d'investissement fictif. Je le séduisis lors d'une soirée au Crazy Horse, dansant topless sous des néons roses ou une humiliation calculée, un sacrifice pour la cause. Ton oncle me doit de l'argent,
murmurai-je à son oreille poisseuse, pendant qu'il palpait mes hanches. Il rit, promit un rendez-vous. Le lendemain, dans un entrepôt désaffecté près de Bercy, il avoua, « Ta sœur ? Une pute endettée. Elle nous a vendu les secrets de ton père pour effacer ses dettes. L'accident ? Notre œuvre. Papa, assassiné pour un prêt non remboursé. Sophie, complice dès le début. » La rage me submergea. Au lieu de fuir, je sortis le Beretta. Pour mes parents. La détonation résonna comme un jugement. Vittorio s'effondra, une fleur rouge sur la chemise. Panique, sirène au loin. Je m'enfuis dans les ruelles, le cœur en feu, du sang sur mes escarpins. Était-ce vengeance ou folie? La presse titra, meurtre lié au scandale Moreau, une femme en fuite. Moi, la fugitive. Ironie française. Sophie, depuis Fresnes, m'écrivit à nouveau, « C'est toi, n'est-ce pas? Arrête, Claire. Rejoins-moi. » Je ne répondis pas. Lucas, en tôle, tenta un deal, témoigner contre le réseau en échange de réduction. Je le visitai, derrière la vitre plexi de la santé. Traître jusqu'au bout, crachai-je. Il pleura, « Je t'aimais, Claire. » Vraiment. Mensonge. Je hochai la tête au gardien, sombre accident en cellule ou une strangulation par un codétenu payé au fut classé sans suite. La traque s'intensifia. Leclerc me couvrit, effaçant des caméras, mais la pression montait. Une nuit, dans un safe house à Montreuil, je craquai, vodka pur, flashback de la cave. Pourquoi moi? Pourquoi cette seconde chance pour souffrir à nouveau? Puis, le twist majeur, un dossier anonyme glissé sous ma porte. Photo, moi, enfant, avec une autre sœur, une jumelle, morte à la naissance? Non, vivante, cachée. Maman avait menti 2 fois. Une jumelle, Élise, adoptée ailleurs, pour protéger un secret plus sombre, papa n'était pas mon père. Inceste? Non, adultère double. Sophie savait, et avait utilisé cela pour me briser. Le choc me paralysa. La vengeance contre Sophie n'était qu'un voile, la vraie trahison était génétique, un mensonge familial millénaire. Je contactai Élise via le dossier, un numéro. Sœur? C'est impossible. Sa voix, identique à la mienne, brisa quelque chose en moi. Rendez-vous à Lyon, loin de Paris. Elle était prof de littérature, mariée, 2 enfants. Maman nous a séparés pour nous sauver, expliqua-t-elle. Sauver de quoi? D'un père violent, d'un héritage maudit. Retour à Paris, réarmé. Le réseau de Vittorio? Je le livrai à Leclerc, en échange d'immunité. Raid, arrestation, une dizaine de mafieux en tôle. Mais Sophie. Je la vis une dernière fois, en parloir. Tu sais pour Élise, demanda-t-elle, les poignets marqués par les menottes. J'acquiesçai. Pourquoi? Pour te posséder. Toute seule. Son aveu, nu, me libéra. Pas de pardon, juste un adieu. La tension culmina lors du gala du barreau, au pavillon royal sous les lumières de la tour Eiffel. J'y allai, robe rouge sang, pour clore le chapitre. Un sniper a un résidu du réseau au visa. Je le vis trop tard. La balle frôla mon épaule, sang chaud coulant. Chute, chaos. Mais au lieu de mourir, je ripostai, mon Beretta caché, un tir précis. L'assassin tomba. Sauvetage héroïque, la presse me couronna l'ange vengeur de Paris. La balle avait entaillé mon épaule comme un rappel, la vengeance n'est jamais propre, elle saigne. À l'hôpital Cochin, sous les néons blafards et l'odeur d'antiseptique, je reçus Élise. Elle arriva en train de Lyon, essoufflée, ses yeux verts les miens emplis de larmes. Claire. Sœur. Nous nous étreignîmes, corps étrangers mais âmes miroirs, tandis que les infirmières murmuraient sur les jumelles Moreau. Le secret de maman s'effilocha, séparée pour échapper à un père abusif, un monstre caché derrière sa façade de banquier respectable. Sophie l'avait su, utilisé pour nous monter l'une contre l'autre dans son délire possessif. Libéré après 48 heures, je rentrai au Marais, l'appartement un mausolée de souvenirs. Les meubles de Sophie partis aux enchères, les costumes de Lucas confisqués. Seule Élise me meubla, livre de Baudelaire, photos d'enfance volées au temps. On recommence, dit-elle, en cuisinant un coq au vin maladroit. Recommencer? Paris,
cette ville de ruines romantiques, offrait-elle une seconde renaissance? Le procès final du réseau éclata comme un feu d'artifice sanglant. Vittorio mort, ses oncles jugés à la cour d'assises de Paris, peine à perpétuité pour meurtre en série, dont celui de nos parents. Je témoignai, voix ferme, détaillant les liens avec Sophie simple exécutante, mais damnée. Elle, en cage de verre, croisa mon regard une dernière fois. Pas de haine, juste vide. 5 ans, plus la perpétuité pour complicité, c'est là le juge. Lucas, déjà pourri en cellule, se pendit pour de bon. Duval? Suicide assisté, murmuré dans les couloirs. La controverse ragea, édito dans le Figaro accusant ma vendetta personnelle de miner la justice, manif féministe me portant en héroïne, contre les sorcières familiales. J'acceptai une interview chez Apostrophe au nom, son successeur, une émission littéraire-scandaleuse sur France 2. La vengeance est-elle française? Demanda l'animatrice. Je ris, elle est humaine. Et parisienne, élégante, impitoyable. L'audience explosa, un livre de mes mémoires se vendit à 100 000 exemplaires en une semaine. Mais le vrai twist, le poignard final, vint d'Élise. Lors d'une promenade sur les berges de la Seine, sous les saules pleureurs, elle avoua « J'ai su pour Sophie. Et j'ai hésité à te dire. » Hésité? Elle avait reçu des lettres anonymes, des menaces du réseau. Pire, elle avait rencontré Lucas, une fois, avant tout. Une erreur de jeunesse. Mon sang se glaça. Était-elle pure? Ou une autre traîtresse? Je la confrontai, voix brisée, dis-moi la vérité. Elle pleura, je t'ai cherché toute ma vie. Pour te protéger. Preuve, emails effacés, mais tracés par mon hacker personnel. Pardon? Cette fois, oui. Pas par faiblesse, mais par choix. La vengeance m'avait ramené à la vie, maintenant, l'amour fragile, vrai me la rendait. Nous brûlâmes les dernières lettres ensemble, sur un pont vers minuit, les cendres dansant dans le vent comme des confettis de libération. Épilogue, 2 ans plus tard. Paris, printemps 2028. Élise et moi gérons un cabinet mixte, droit des femmes, héritage disputé. Sophie pourrit à Fleury-Mérogis, écrivant des poèmes que personne ne lit. Le Marais bourdonne de vie nouvelle, dîner avec Élise et ses gosses, vin fin, rire sincère. Je marche parfois près de la cave, touche le carrelage froid. Pas de fantôme, juste une cicatrice guérie. Trincine n'est pas un cadeau, c'est un fardeau. Mais dans cette ville de lumière brisée, j'ai appris, venger, c'est renaître. Et vivre, c'est la plus douce des revanches.